Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission favorite, Confins du Monde, où nous allons aborder l'épisode numéro 4, intitulé Train-train au Congo. Pour cela, nous avons en ligne le docteur Bernibert de Blanquemont, historien, spécialiste de l'Afrique centrale, ethnologue, grand voyageur et à l'occasion de revenir, qui va nous relater quelques éléments intéressants sur le sujet. Et d'abord, bonjour docteur Bernibert, comment allez-vous? Bonjour Francis, ça va très bien. Ici, c'est très habituel. Je sors un peu avec Covid-19, on est coincé, hein, c'est comme ça, c'est le confinement. Mais je remets en ordre mes notes. Oui. Mes notes de voyage, et je rédige mes mémoires, et je prépare mes prochains voyages, et tout ça, bien sûr, en m'accompagnant de quelques verres, pour ne pas dérailler. Hein. Et donc, docteur Bernibert, nous allons justement aborder aujourd'hui quelques anecdotes inédites de l'histoire ferroviaire du Congo belge. Si mes renseignements sont exacts, vous avez participé à l'époque, en tant qu'expert, au gigantesque chantier de mise en œuvre du premier chemin de fer lors de la création de la Société congolaise des chemins de fer des Grands Lacs en 1902. Est-ce exact? C'est exact. C'était le bon temps. D'une certaine manière, en tout cas du point de vue de l'esprit d'aventure et d'entreprendre, il y a eu bien sûr des côtés moins reluisants, hein, à cause des dérives du colonialisme. Mais moi, j'ai participé à 2 chantiers et j'ai aidé au développement de toute la région. Et parmi ces 2 chantiers, j'ai eu l'accompagnement en tant qu'expert scientifique de la mise en place du chemin de fer. J'ai été invité par mon grand ami Édouard, et j'en suis fier. Et je peux dire bien haut, faut le faire. Vous mentionnez Édouard, de qui s'agit-il exactement? Le baron Édouard Empin. Il faut le connaître, c'est une bonne pâte. Et un sacré éleveur de capitaux. Et du coude. Allez, santé, Édouard. Ah bien sûr, comme je comprends votre fierté et votre nostalgie de cette glorieuse époque à laquelle vous avez participé, qui s'est terminée malheureusement en 1960 par la dissolution de cette société congolaise des chemins de fer des Grands Lacs. Mais bien que vous ne soyez pas le sujet du jour, vous avez suscité un quelque peu ma curiosité, parce que vous avez mentionné que vous avez participé à 2 chantiers là-bas au Congo belge. Donc, quel fut le second? Eh bien, j'ai travaillé comme consultant pour la mise en œuvre de brasseries locales. Oui, la brasserie. Et j'ai travaillé gratuitement. Gratuitement en tant que dégustateur de bière. J'imagine que lors de vos 2 chantiers là-bas, durant tout ce temps, vous avez dû rencontrer des personnages extraordinaires. Est-ce que vous pourriez me citer un exemple d'une personne qui vous a particulièrement marqué, une rencontre qui s'est imprégnée dans vos souvenirs? Oh, par exemple, un soir, à l'hôtel, dans une province reculée. Alors que je logeais quelques jours dans la région pour explorer le terrain, je me suis retrouvé au bar avec un jeune garçon coiffé d'une houppette. Il ne buvait pas beaucoup. Oh, vous pensez bien que je m'en suis méfié tout de suite. Et puis nous avons tout doucement fait connaissance, nous avons discuté. Et il m'a dit qu'il travaillait au petit 20e. Oh, je n'ai pas compris l'importance de l'étage auquel il travaillait, mais là, ça lui paraissait important, alors je ne l'ai pas contrarié. Il réalisait un reportage au Congo et il était tombé sur un réseau de malfaiteurs qu'il venait de démanteler. Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et il partit ensuite vers d'autres aventures. Un drôle de garçon. Oh, on aurait dit vraiment qu'il sortait d'une bande dessinée. Ah, les rencontres, c'est toujours merveilleux, c'est toujours riche en expérience. Mais vous-même, docteur,
Étant parti de Belgique, avez-vous en fait voyagé seul? Êtes-vous parti seul ou êtes-vous parti accompagné, je ne sais, d'un secrétaire, d'un assistant, ou quelqu'un pour vous aider? Oh, j'étais parti seul, mais accompagné de mon fidèle chien. Plus précisément, c'était une chienne petite, chaleureuse, intelligente, toute blanche. Je l'ai baptisée Blanquette. Et comme elle était vive et pétillante, je l'ai surnommée Blanquette de Limoux. Et plus que des je l'appelais Limou. Limou par-dessus. Limou! Limou. Où es-tu, Limou? Limou, Limou, Limou. Allez, sortez, Limou. J'imagine que les rencontres étaient quand même rares, que vous avez dû vivre de longs moments de solitude là-bas, sur les chemins, lors de vos explorations, pour préparer l'implantation du chemin de fer. Et donc, la présence de votre chienne devait quand même vous réconforter. Oui, c'est vrai, à part quelques rares rencontres cocasses et intéressantes, le quotidien, c'est plutôt train-train et Limou. Enfin, heureusement, il y avait aussi la bière. Bien, revenons, si vous voulez bien, au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. D'après les renseignements, la compagnie du chemin de fer du Congo supérieur au Grand Lac africain, qui fut créée en 1902, avait pour but de construire des liaisons terrestres par voie ferroviaire et fluviale sur le territoire de la République démocratique du Congo, alors État indépendant du Congo, puis qui est devenu Congo belge. Exactement. Elle reçoit alors la concession de 4 lignes. Stanleyville à Magui, de Stanleyville à Potierville, et de Congo à Nouangani, et de Zanzoué à Bouli. Puis ça a évolué et moi je suis parti, j'ai surtout participé à la période de démarrage. Brièvement, docteur Bernier, pourriez-vous nous évoquer quelques spécificités de quelques-unes de ces lignes? Quel type de marchandises étaient transportées, sur quel territoire, dans quel but? On pourrait en parler pendant des heures, mais je vois que l'émission arrive à sa fin. Je citerai, par exemple, dans le désordre, sans avoir de préférence, Stanleyville. C'était le croisement entre les lignes 1 et la ligne 2. C'était un centre industriel très important, très important. On y fabriquait à Stanleyville, et surtout des cutters. Par la suite, on y a fabriqué alors des produits, des outils à main, des systèmes de rangement. Oui. Le chemin de fer a permis de distribuer les marchandises dans tous les bricots de Belgique. Oui. Quant à Potierville, où j'ai longtemps résidé, on y trouvait à l'époque des brasseries à tour de bras. Paradis. En effet, l'eau était disponible en abondance. Il suffit de puiser dans le fleuve Congo. Le malt et le houblon, ils étaient importés directement par bateau, par train de Belgique. Oui. Paradis. Docteur Berniberg, comme vous l'avez justement rappelé vous-même, notre émission doit déjà se terminer. Donc je remercie les téléspectateurs, je vous remercie, cher docteur, pour ce que vous avez apporté à l'émission, et je pourrais peut-être vous proposer le mot de la fin. Eh bien, j'ai vécu là-bas une période formidable. Formidable! J'en ai gardé de beaux souvenirs. Cette rencontre avec le jeune reporter inconnu, la compagnie de mon petit chien, là, Limou, les bières spéciales, l'exploration du terrain. L'inauguration des premières lignes de chemin de fer et des premières locomotives. Mais maintenant, avec le confinement, non, de toute façon, non. Mais je n'ai plus envie. Je vous le dis tout de suite, si vous me le proposez, eh bien c'est
Le Congo, fin du monde. Tête, Congo. Les tête, trottoirs, tête, 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 tête.